Et donc tout de suite, nous allons pouvoir avoir le bénéfice d'écouter Monique Sénéchal, qui nous arrive, qui a fait un long voyage, puisqu'elle nous arrive du Canada, plus précisément de l'université Carleton à Ottawa, et qui va nous développer un certain nombre de précisions sur l'exploration de l'écrit en bas âge, et notamment nous montrer que l'importance de l'écriture inventée dans l'acquisition de l'écriture et de la lecture d'ailleurs, en l'occurrence. D'accord, merci. Merci à vous. Et comme Canadienne, à toutes les fois, et comme chercheur encore plus, c'est toujours une leçon d'humilité lorsque je viens parler aux professeurs. Et donc, je regarde des gens derrière et les parents potentiels, parce que ce que je vais vous dire, ce sont les résultats de mes travaux de recherche, et ce sera à vous, possiblement, de trouver des... Possiblement, c'est un mot tout à fait canadien. De trouver des pistes qui vous suggéreront peut-être comment intervenir avec les enfants. Et ce que j'ai compris d'après les dernières interventions, c'est que la rédaction vous tient beaucoup à cœur et que si on complémente la rédaction avec l'orthographe, alors là, ça vous horripile un petit peu. Et malheureusement, je vais vous parler d'orthographe, mais je vais vous la mettre en contexte. C'est-à-dire que ce qu'on a vu ce matin avec l'ADEP, c'est que beaucoup d'enfants vont refuser d'écrire lorsqu'on leur demande de rédiger. Et peut-être que cette résistance à la rédaction date de très tôt dans leur vie, lorsqu'ils ont commencé à croire qu'ils n'étaient pas bons. Et cette croyance qu'ils n'étaient pas bons leur vient de l'apprentissage de la lecture et l'apprentissage de l'orthographe. Alors, de mieux comprendre cet apprentissage va peut-être permettre à vos jeunes de rédiger plus abondamment, de rédiger avec plus de confiance et de rédiger de façon novatrice. D'accord? La mise en matière. Alors, on va commencer avec les très petits, et les très petits qui sont non lecteurs. Donc, ce sont des enfants qui ont des connaissances alphabétiques tout à fait limitées, qui sont non lecteurs, mais qui toutefois vont profiter de leurs connaissances limitées pour explorer ce qu'est l'écrit. Alors, nous allons voir que ces enfants sont bien futés dans cette exploration. Alors, est-ce que c'est moi qui trouve mes diapos? Ah oui, bon, ben oui, effectivement, c'est moi. Alors, donc, l'écrit avant l'apprentissage formel. Oh, parlez au micro. Je vais arrêter de bouger comme toute bonne francophone et me tenir très à l'anglophone. Donc, je tiens le micro, pas le micro, mais le lutrin. Alors, donc, il est très tard, il est très tôt au Canada. J'ai très peu dormi et ce sera drôle comme présentation de ce que je me rappelle. Bon. Alors, vous êtes tous un peu fatigués aussi, je crois. La journée était longue. Donc, c'est la pause divertissement. Donc, là, on parle des petits. Et donc, à 3 ans, ce qu'on voit, c'est que les enfants qui sont stimulés vers l'écrit à la maison, des enfants très, très jeunes, vont commencer à discerner qu'est-ce qu'un dessin et qu'est-ce qu'est écrire. Ces enfants ne savent pas imprimer de lettres encore, mais lorsqu'on leur demande de faire un autoportrait, de se dessiner, et lorsqu'on leur demande d'écrire leur prénom, on s'aperçoit que déjà à ce jeune âge, ils distinguent les deux activités. Cette distinction se manifeste parce qu'ils vont utiliser des crayons pour dessiner, ils vont utiliser des stylos, ils ont le choix des deux. Ils préfèrent le stylo pour écrire. Ils vont utiliser du papier coloré pour dessiner, du papier blanc pour écrire. Lorsqu'on examine leur production, le dessin est beaucoup plus fluide sur la page, tandis que l'écrit, leur tentative d'écrit, ils ne savent pas écrire et imprimer de lettres. Leur tentative d'écrit est beaucoup plus linéaire et beaucoup plus rectangulaire. Alors déjà là, ils ont déjà des pistes que lorsqu'on écrit, on fait quelque chose de différent que de dessiner. Ensuite, lorsqu'ils commencent à comprendre que lorsqu'on écrit, au moins dans les langues alphabétiques, on écrit des lettres. Les enfants qui sont toujours non lecteurs font des hypothèses à partir de leurs explorations. Par exemple, ils commencent à croire que la longueur d'un mot est reliée à la grosseur de l'objet qu'il représente. Alors, on leur montre 2 séquences de lettres, une qui est courte, une qui est longue. Ces séquences ne forment pas de mots, ne sont illisibles. On demande à l'enfant de choisir la séquence qui représente le mot dinosaure.
Eh bien, les petits vont choisir la séquence la plus longue. On demande à d'autres enfants de choisir la séquence de mots qui représentent moustique. Les petits vont choisir la séquence la plus courte. Alors, ils commencent déjà à réfléchir, à faire des hypothèses qui sont fausses, mais néanmoins à réfléchir, à conceptualiser qu'est-ce que l'écrit. Ensuite, pour bien des enfants, leurs parents vont leur montrer comment imprimer leur nom. Et bien sûr, cette connaissance de l'imprimerie, de l'orthographe de leur nom, pour beaucoup d'entre eux, sera la porte de l'entrée vers l'écrit. Et encore, j'insiste sur ce point, ils sont non lecteurs, ils ne savent pas encore lire, alors néanmoins, ils vont explorer l'écrit à partir des lettres de leur prénom. Heureux sont les enfants qui ont un prénom avec beaucoup de lettres variées, et les enfants qui s'appellent Eva, ben eux, elles explorent avec un nombre limité de lettres. N'empêche, lorsqu'on leur demande d'imprimer des mots qu'ils ne savent pas lire, qui sont peut-être vus, mais qu'ils n'ont certainement pas déchiffrés, ils vont utiliser les lettres de leur prénom. Alors, au fur et à mesure, le propos, c'est à savoir, au fur et à mesure qu'ils développent leur connaissance alphabétique et qu'ils développent leur conscience phonémique ou phonologique, c'est-à-dire qu'ils arrivent à discerner dans la phrase parlée que la phrase consiste de mots isolés, que ces mots isolés consistent de syllabes, que ces syllabes consistent de phonèmes. Au fur et à mesure qu'ils développent cette conscience phonémique, éventuellement phonémique ou phonologique, alors ils viendront à marquer avec les lettres qu'ils connaissent les mots qu'ils entendent. On appelle ces tentatives, chez nous, écriture inventée, chez vous, écriture approchée, j'entends aussi écriture tâtonnée. J'aime bien l'écriture provisoire. Provisoire parce que ce que vous devez retenir, ils ne savent toujours pas lire. Chez nous, on a fait une étude auprès d'enfants anglophones et francophones. 63% des enfants au début de la maternelle pouvaient produire des écritures provisoires et ils étaient non lecteurs. On leur montrait des petits mots, on les aidait à déchiffrer le mot, ils sont non lecteurs. Et même à ça, ils sont capables d'arriver à comprendre que lorsqu'on écrit, ce qu'on fait dans une écriture alphabétique, c'est qu'on transcrit les sons qu'on entend, peu importe la grosseur de ce son, c'est-à-dire la syllabe par exemple, par des lettres, par des symboles arbitrairement, on a dit représenter ce son. Alors, donc, 2 connaissances nécessaires à l'écriture approchée, et celle qui n'est pas nécessaire, c'est la capacité de lire. Donc, connaissance limitée des lettres, parce que souvent les enfants vont avoir la connaissance du nom des lettres et non pas du son des lettres. Alors, ils vont utiliser le nom de la lettre. Heureusement, en français, ça nous arrive souvent que le nom d'une voyelle représente aussi le son qu'elle fait. Alors, ils utilisent le nom des lettres ou le son des lettres pour représenter les mots. Les observations qu'on fait lorsqu'on fait des études longitudinales pour voir comment les enfants progressent, ce qu'on voit, c'est que les enfants vont souvent représenter le son initial du mot. C'est ce qui les marque le plus. Alors, les enfants, ici, essaient d'épeler un mot. Oups, pas encore assez. J'ai oublié de tenir le lutrin, de m'ancrer. Bon, je suis ancrée, je ne bouge plus. Madame, je vous fixe là-bas et je ne bouge plus. Alors, donc, les petits commencent par marquer souvent le premier phonème du mot, le premier son qu'ils entendent, ça peut être une syllabe. Ensuite, ils marquent le son final. Dans ce cas-là, ce sont 2 consonnes. Et si vous remarquez bien, la deuxième consonne, le nom de ces lettres, donne aussi le nom de la voyelle, le son de la voyelle. Donc, l'enfant qui épelle le mot sel, S-L, pour cet enfant-là, il a complété la tâche. Et ensuite, il l'épelle, et là, je pourrais vous montrer toutes les variations du mot sel qu'ils nous produisent lorsqu'ils commencent à marquer avec une voyelle. Encore là, ce sont des enfants non lecteurs. Et maintenant, ce que je vais faire, je vous mets à la tâche, parce que c'est la fonction participative de la présentation, c'est-à-dire qu'est-ce que les enfants transcrivent. J'ai transcrit pour les gens derrière qui ne verront peut-être pas les gribouillis des enfants, ce qu'ils écrivaient. Voilà. Donc, qu'est-ce que les écrits écrivent? Remarquez, rappelez-vous, ils utilisent le nom des lettres ou le son des lettres. Connaissance limitée. Percer, j'ai entendu percer, c'en est un. Chemise, ils utilisent dans le nom de la lettre H, il y a le son ch. Futé comme enfant, non?
Et voilà, girafe que j'ai entendu. Mais là, c'est les gens d'en avant, c'est les gens derrière qu'il faut qu'ils parlent. Ouh, taisez. Alors, girafe. Girafe, voyez-vous, c'est pas le G qui vient, c'est le J parce que le J fait la première syllabe. Encore là, ce sont futés les petits. Et le dernier, ami, ben ami, c'est ami. Mais là, vous me dites, mais là, cet enfant ne sait pas lire, mais il écrit correctement. Il écrit correctement parce que ce mot, le nom des lettres, lui donne les sons à écrire. Alors l'enfant est capable d'écrire dans ce cas-là. Ça nous donne l'impression qu'ils sont bien futés. Lorsqu'on enlève ces mots, on leur demande d'écrire, on leur représente les mots une semaine plus tard, ces enfants ne pourront pas lire leur écrit. Parce que l'inquiétude chez beaucoup de gens, c'est que l'écriture approchée, provisoire, va induire des représentations fautives en mémoire lorsque viendra le temps de lire. Mais les enfants sont non lecteurs. Alors s'ils sont non lecteurs, la représentation mnémonique du mot n'existe pas. Ils ne se relisent pas. Leur tâche pour eux, c'est de transcrire ce qu'ils entendent par leur connaissance alphabétique. Alors la question, c'est à savoir, est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce que les enfants qui travaillent l'écrit de cette façon-là, les enfants très jeunes, sont en train de faire une tâche qui va favoriser plus tard les apprentissages ultérieurs? Ce qu'ils font, les enfants, lorsqu'ils produisent ces écrits, c'est qu'ils appliquent le principe alphabétique, c'est-à-dire la transcription des sons de la langue parlée avec les lettres alphabétiques. Et la pratique du principe alphabétique, c'est ce qui va les aider plus tard. Non seulement ils développent leur conscience phonologique, ce que j'ai étudié avec les apprentissages ultérieurs. Bon, attendez un petit peu, là. Dans mon enthousiasme, le lien avec les apprentissages ultérieurs, la raison, donc ils pratiquent le principe alphabétique, ce principe alphabétique qui présuppose connaissance des lettres, qui présuppose une conscience phonémique ou phonologique, dépendant de la grosseur de l'unité. Alors, est-ce que cet apprentissage, cette pratique va les aider? Les études corrélationnelles, c'est-à-dire qu'on mesure l'écriture approchée ou inventée en maternelle et qu'on suit les petits jusqu'à la fin de la première année ou plus tard, ce qu'on montre, c'est que leur raffinement de cette écriture approchée est un très bon prédicteur de leur apprentissage en lecture. Alors, et ça, on peut ensuite contrôler, leur connaissance alphabétique, leur conscience phonémique. Du moins en Amérique du Nord, les connaissances alphabétiques et la conscience phonémique, ce sont les gros parleurs, ceux qui prédisent très bien comment les enfants vont faire à la fin de la première année. Et là, on ajoute une problématique, c'est-à-dire qu'on dit que les enfants qui sont engagés dans le processus d'analyse de la correspondance son et lettres de façon non conventionnelle, c'est un prédicteur au-delà des connaissances alphabétiques et conscience phonologique. Alors, dans les études longitudinales qu'on a fait dans mon labo, on est capable de vérifier cette hypothèse. Et l'hypothèse, c'est que des enfants qui sont non lecteurs, lorsqu'on évalue plus tard leur lecture précoce et leur écriture inventée, que l'écriture inventée va moduler le lien entre les connaissances alphabétiques et les connaissances, la conscience phonologique vers les apprentissages ultérieurs. Clairement dit, ça veut dire que si je contrôle pour l'écriture inventée, l'alphabet et la conscience phonologique ne seront plus des prédicteurs de la lecture, parce que leur effet a lieu sur l'écriture inventée, et c'est l'écriture inventée qui devient le prédicteur, parce que l'écriture inventée présuppose l'intégration des deux capacités de base. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement le cas, c'est-à-dire que lorsqu'on essaie de voir longitudinalement une intégration des habiletés précoces, c'est ce qui se passe. On peut aussi mesurer dans les échantillons, il y a toujours quelques petits enfants qui savent lire, qui sont des lecteurs précoces. Alors on peut se demander, est-ce que la lecture va moduler aussi au-delà de l'écriture provisoire? Et ce qu'on voit, c'est que dans nos échantillons nord-américains, ce n'est pas le cas. Même si la lecture précoce est un bon prédicteur de la lecture future, cette lecture précoce, c'est moins de 10% de l'échantillon.
Alors, la plupart, ce qui est le gros parleur, c'est là où on a plus de variabilité. Je vous ai dit qu'en maternelle, 63% des enfants étaient capables de produire des écritures inventées, plus ou moins raffinées. Et c'est le raffinement de ces écritures qui devient un gros parleur. Alors, on a un lien, du moins sur une année. La question qui chicote bien des éducateurs et même des co-chercheurs, c'est-à-dire, est-ce qu'on est en train d'induire des représentations orthographiques fautives en encourageant l'écriture inventée? Est-ce qu'il y a des représentations orthographiques qui vont leur nuire lorsque viendra le temps d'écrire? Alors, on regarde le lien à long terme avec l'écrit, et le lien, il est positif. C'est-à-dire que l'écriture, le raffinement des écritures inventées en maternelle prédit aussi leur écriture. Ce qu'on mesure très peu dans ces études longitudinales, c'est qu'on mesure très peu les lecteurs précoces. Souvent, on va faire l'hypothèse « Ah, en maternelle, ils ne savent pas lire ». Mais si on mesure la lecture précoce, alors là, on peut voir que les lecteurs précoces, eux, sont plus avancés. Ils sont déjà plus avancés. Et de dire que les enfants qui savent lire en maternelle seront de très bons lecteurs à la fin de la première année n'apprend rien à personne. Mais de dire que l'écriture, les enfants qui sont non lecteurs, qui ont l'occasion de pratiquer l'écriture approchée, apprendront à lire de façon plus vite peut-être, parce qu'ils auront pratiqué ce principe alphabétique, une perspective analytique qui leur servira aussi quand viendra le temps d'apprendre à orthographier correctement. Donc, cette deuxième diapo vous présente l'écrit et aussi le lien, il est positif avec l'écriture. Donc, pas de souci au niveau des représentations orthographiques parce que l'hypothèse jusqu'à date, c'est que les représentations orthographiques de haute qualité sont mieux apprises par la lecture. C'est au travers de la lecture qu'on développe des représentations orthographiques de haute qualité et non pas par l'écrit lorsqu'on ne sait pas lire. Alors, on peut se demander, des études corrélationnelles, c'est bien beau, mais tous les enseignants vont dire, oui, mais dans la salle de classe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça a un lien causal? Est-ce qu'effectivement, c'est un lien de cause à effet entre l'écriture approchée et la lecture? Alors, ce que j'ai fait, c'est une synthèse de 12 études sur l'écriture approchée, où on intervenait auprès des enfants pour stimuler cette écriture approchée et on intervenait auprès d'un groupe alternatif pour faire de la conscience phonémique ou pour dessiner ou pour lire des histoires. Dans toutes les études, il y a toujours un groupe témoin. Et on regarde la taille de l'effet, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un effet positif entre stimuler l'écriture inventée et les connaissances ultérieures. Ultérieures, c'est qu'on les apprend à l'enfant. On va apprendre à l'enfant à lire des petits mots simples. On va apprendre à l'enfant à écrire des petits mots. On va bien sûr vérifier que notre intervention a un effet positif sur l'écriture inventée, parce que les enfants raffinent leur production au fur et à mesure. Et ce que la taille de l'effet nous dit, c'est oui dans les 3 cas. Les enfants qui sont stimulés par l'écriture inventée auront appris plus de mots nouveaux, à lire plus de mots que les enfants du groupe témoin. Les enfants auront aussi peuvent apprendre plus facilement à orthographier des mots correctement que les enfants du groupe témoin. Et bien sûr, les interventions ont un effet positif sur le raffinement des productions des enfants. Alors, pour conclure, avant le temps, parce que j'ai vos questions en tête, alors pour conclure avant le temps, ce qu'on voit, c'est comme moyen pédagogique en tant qu'intervenant auprès des petits, c'est d'utiliser leurs propres explorations, les biais qu'ils développeront, les hypothèses qu'ils font, et leur connaissance limitée de l'alphabet pour pratiquer justement ce principe orthographique qui est à la base de notre système, tant pour lire que pour écrire. Voilà, c'est bien? Merci beaucoup. Nos collègues du jury ont des questions? N'oubliez pas d'appuyer en bas pendant une seconde pour le mettre en route.
Il y a quand même un petit problème que nous avons rencontré, donc pour expliquer que le jury ne pose pas toujours beaucoup de questions, c'est que nous avions déjà adressé les questions aux experts et qu'en partie, ils ont eu l'amabilité d'y répondre dans leur exposé. Voilà. Mais nous allons les reformuler néanmoins. Si vous voulez, je peux vous aider. Il y en a une à laquelle je n'ai pas répondu. Alors, une des questions que vous aviez, qui est au bout de votre langue, c'est à savoir, mais quel type de rétroaction donniez-vous aux enfants? Exactement. Alors, je vous dis que les interventions nous ont montré qu'une série de 12 études montrent un effet positif entre la lecture inventée, pas la lecture, l'écriture inventée et les productions, l'apprentissage de la lecture, par exemple. Alors, quelles sont les rétroactions qui favorisent le raffinement de ces écrits? Dans les études que nous avons faites, nous en avons fait 3 dans mon labo. Alors, ce qu'on fait, on respecte la progression que les enfants nous montrent. Alors, si l'enfant capte un son dans le mot, disons le premier son, la première rétroaction qu'on fait, premièrement, c'est qu'on ne corrige pas l'enfant et ce qu'on fait, c'est on lui montre le prochain son, en autant que l'enfant capture la phonologie. Si l'enfant ne capture pas la phonologie, à ce moment-là, on va dire, il y a cette lettre qui fait ce son. Puis on va utiliser autant le nom que le son de la lettre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on y va son par son. Et si l'enfant, au bout de 12 semaines, ne produit pas tous les sons du mot, alors on lui montre à la toute fin, voici tous les sons qu'on écrit, comme les enfants le font. Et maintenant, voici comment on écrit ce mot, comme les adultes le font. Donc, on leur montre à la toute fin l'épellation, l'orthographe correcte du mot. Alors, c'est ce type de rétroaction qu'on fait. Il faut dire que dans les études qu'on mène, nous, c'est des études où ce sont des intervenants formés qui donnent l'intervention. Et le début tant pour le groupe témoin que pour le groupe écriture inventée, on stimule l'apprentissage de l'alphabet. Alors, dans les 2 groupes, on stimule l'apprentissage de l'alphabet. Et un de nos groupes contrôle, ils apprennent la conscience phonémique comme on le fait dans les écoles, donc de façon verbale. Et ce groupe contrôle, où on travaille uniquement la conscience phonémique et l'apprentissage de l'alphabet, ne performe pas au niveau de la lecture comme les enfants avec qui on stimulait l'écriture inventée. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Et, je demanderais pour préciser, par rapport à ce que vous expliquez, cette rétroaction sous forme de remontrer les sons, etc., elle se fait de façon individuelle ou en groupe devant le groupe classe? Dans nos études à nous, ils sont des petits groupes de 4, mais on donne la rétroaction de façon individuelle parce que les performances sont ciblées pour l'enfant et où est l'enfant. L'équipe du Portugal, ce qu'ils font, eux, c'est les enfants eux-mêmes qui donnent des rétroactions en groupe et qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent les sons et c'est guidé par une enseignante parce qu'ils le font en classe de maternelle avec les enseignantes de maternelle. Et c'est l'enseignante qui guide aussi les rétroactions, mais premièrement, c'est une discussion entre les enfants. Chez les Portugais, c'est l'équipe de Margarida, ma grande collègue Margarida, dont le prénom est Margarida. Qu'est-ce qu'ils font? Ils examinent combien de sons les enfants capturent. Alors, c'est pas tout à fait la lecture comme telle, mais est-ce qu'ils sont capables de déchiffrer les sons, déchiffrer les parties des mots? Ils obtiennent de grands effets de cette façon-là. Et on voulait vous demander, est-ce que cette démarche de l'écriture inventée peut-elle être transférable auprès d'adolescents et d'adultes illettrés? C'est une très bonne question. Tout dépend. Vous voyez, j'ai insisté beaucoup sur le fait qu'ils sont non-lecteurs. Et l'idée de non-lecteur, et d'un côté, je me dis, bon, ce que je vous dis, c'est que l'apprentissage des représentations orthographiques complètes de haute qualité se font par la lecture. Alors, j'hésiterais à dire d'emblée oui. C'est une piste intéressante à vérifier parce que s'ils sont déjà lecteurs en partie, à ce moment-là, on aura peut-être un impact sur leur écrit futur. On aura peut-être un impact positif sur l'orthographe, mais pas sur leur capacité à orthographier correctement. Alors, j'ai une question que je vais vous livrer comme elle arrive parce que je ne suis pas du tout expert en la matière, qui dit que les travaux de Stanislas Dehaene sont très critiques sur l'écriture tâtonnée en maternelle.
Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous en Et pensez? Becky Treeman aussi est très, très critique. Pour elle, effectivement, le fait que les enfants, qu'on ne montre pas aux enfants à écrire correctement, a un impact négatif sur leur représentation orthographique future. Il n'y a pas de démonstration que tel est le cas. Et tant les études corrélationnelles que les études d'intervention, et j'insiste sur le point que les enfants sont incapables de se relire. Alors, l'écriture inventée, et ça correspond à ma réponse à la dame au niveau des adolescents, c'est que les représentations orthographiques correctes passent par la lecture en premier. Elles se peaufinent peut-être avec l'écrit au fur et à mesure qu'on a des rétroactions. Mais c'est la lecture qui va apporter ça. Donc, si on travaille avec des enfants qui sont lecteurs et qu'on leur fait faire de l'écriture tâtonnée, il y a une étude seulement qui l'a fait, qui n'a pas montré d'effet négatif, mais les enfants étaient au tout début de la première année, ils étaient apprentis lecteurs ou en apprentissage de la lecture. On peut voir comment ça pourrait faciliter cet apprentissage-là. Et l'écriture inventée a été abandonnée dès que la lecture commençait à avoir un effet. Alors, il faut être sensible au processus d'apprentissage. Donc, les critiques, montrez-moi de l'évidence que tel est le cas. J'en ai pas vu. Tant les études corrélationnelles que les études d'intervention ne nous montrent pas que ça a un effet négatif. Les tailles d'effet que vous montrez sont assez importantes, les tailles de l'effet. Oui. Et en même temps, on est sur la population, pour le contexte français, d'élèves de maternelle, donc de la scolarité non obligatoire. Oui. Est-ce que ça peut amener une réflexion sur le fait qu'on a là, quelque part, une pratique qui est fortement prédictive, qui se passe dans un moment où la scolarité n'est pas obligatoire, et donc ça peut avoir des effets en termes d'inégalité entre élèves, d'injustice, etc. Enfin, oui. C'est une réflexion spontanée. Oui. Au Canada, non. Au Canada, l'éducation n'est pas nationale, c'est ce que je dis et redis depuis ce matin, mais provinciale. Donc, chaque département, province du Canada, détermine si la maternelle est obligatoire. La plupart des enfants, au Canada, on n'a pas de garderie subventionnée souvent. Alors, la maternelle devient une façon pour les parents d'avoir une garderie subventionnée. Alors, la maternelle à 5 ans, la plupart des enfants vont à la maternelle. Donc, la question ne se pose pas au Canada. L'idée à savoir, qui sont les enfants qui vont à la maternelle? Si c'est une perspective canadienne, ce serait peut-être les enfants. Elle est subventionnée, la maternelle, à 4 ans. D'accord. Alors, ce serait peut-être les familles qui auraient peut-être besoin de stimulation. Je ne sais pas quelle est votre population en maternelle, mais si ce sont effectivement... 90% quand même. Pardon? 90% quand même. 90%. Oui, bon, voilà. Voilà. Vous allez répondre vous-même à votre question. Donc, si 90% des enfants vont en maternelle, à ce moment-là, la question ne se pose pas. Je sais qu'en Amérique du Nord, la stimulation, les différences individuelles chez les enfants en fin de première année est assez vaste. Alors, il y a de grandes campagnes pour stimuler l'apprentissage de la lecture très tôt, pour qu'ils arrivent au début de la première année, non pas comme lecteurs, mais comme bien préparés à la lecture. Si c'est la même philosophie chez vous, alors à ce moment-là, ça diminuerait les différences individuelles en première année, au lieu de les augmenter. Merci beaucoup. Eh ben, on vous remercie encore.